Bonjour, je m'appelle Gilles Beauchamp. J'ai été organisateur communautaire au CLSC Hochelaga-Maisonneuve à Montréal de 1976 à 2012. Et on m'a demandé, dans le cadre de la Semaine nationale de l'organisation communautaire 2025, le regroupement des intervenants, le regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire en centre de santé, m'ont demandé de faire cette présentation sur les pratiques d'organisation communautaire que j'ai connues, que j'ai développées au CLSC, puis ailleurs au Québec, puisque j'ai été impliqué dans le regroupement lui-même au début. Mais en voulant faire une version enregistrée de cette présentation faite le 19 mars dernier, j'ai voulu ajouter quelques commentaires parce que 45 minutes pour résumer 50 années de pratique, ça fait que ça a déboulé vite. J'ai pas eu le temps de mettre du contexte, d'ajouter quelques commentaires que je me permets de faire maintenant dans cette version enregistrée. Tout d'abord, une mise en contexte de mon arrivée au CLSC en septembre 1976. Je n'avais pas de formation en travail social au moment d'arriver au CLSC. J'avais été formé en recherche culturelle de 1973 à 1976, un module à l'Université du Québec à Montréal. Et donc, ça a eu un impact sur ma façon de faire de l'organisation communautaire, dans le sens où il a fallu que je me forme, que j'aille, que j'enquête, que je cherche des références en organisation communautaire. Je me suis mis à lire sur la question à ce moment-là. D'autant plus que j'étais seul au module où j'avais été embauché. Je ne faisais pas partie de l'équipe du service d'action communautaire où se regroupaient l'ensemble des autres organisateurs du CLSC. Donc, j'ai eu une approche, on pourrait dire, apprenante de l'organisation communautaire. J'allais souvent faire mes visites trimestrielles à la bibliothèque de l'université pour voir les dernières publications. C'est là que j'ai trouvé assez tôt un texte de 68 de Jack Rotman sur le développement ou l'organisation communautaire. Puis j'arrivais au CLSC aussi non pas en tant, justement. J'étais militant de l'organisation marxiste-léniniste En lutte à l'époque de ma sortie de l'université. Je l'étais depuis quelques années déjà et je l'ai été jusqu'en 1981, la fin de l'organisation En lutte. Mais je n'étais pas arrivé au CLSC pour y militer. Je faisais pas, on ne faisait pas d'entrisme dans les CLSC. Peut-être que dans les usines, certaines organisations marxistes-léninistes de l'époque le faisaient, mais ce n'était pas le cas dans la lutte. Et au CLSC, moi, c'était une manière de... Alors, c'était un job intéressant, c'était aussi une manière d'avoir un revenu stable et me permettre ainsi de soutenir l'organisation pendant les années qui ont suivi. Ma militance, je la faisais le soir et la fin de semaine, même pas à Montréal, dans l'Estrie puis le centre du Québec. Donc, j'arrive au CLSC, j'ai une approche apprenante, que je disais, et non seulement j'étais seul au module personnes âgées comme organisateur communautaire, mais il y avait une certaine tension avec le service d'action communautaire qui, lui, avait été logé dans un édifice à part au 3130 Sainte-Catherine, qui était un bel édifice patrimonial, l'ancien bureau de poste. C'est ça? Oui. Et donc, était isolé un peu du reste du CLSC et ça convenait à l'équipe communautaire parce que ça donnait une certaine autonomie, une certaine indépendance de l'équipe communautaire par rapport au CLSC. D'où, disait un DG de l'époque, que les groupes communautaires avaient déserté, en quelque sorte. Il y avait une opposition entre le CLSC et la mouvance communautaire du quartier.
ce que j'ai appris en arrivant assez durement, ou ça m'a surpris. Toujours est-il que, donc, la relation entre le SAC et l'action communautaire que je menais au sein du programme Personnes âgées, on pourrait dire qu'elle n'était pas vraiment reconnue ou qu'elle était critiquée, entre autres à cause de sa relation étroite avec un organisme communautaire, étroite au point que l'organisme logeait dans les locaux du CLSC. C'est juste qu'à la fin des années 90 que ça s'est maintenu. Alors que, finalement, il y avait une distance importante entre l'action communautaire, les groupes communautaires et le CLSC de la part qu'on pourrait dire en général, du mouvement communautaire, parce que, à cause de la manière dont le projet de CLSC s'était concrétisé quelques années auparavant, en 1973, alors que le conseil d'administration du CLSC avait... Et en fait, le conseil d'administration de la corporation de l'époque, qui était le projet de centre communautaire, qui comprenait 4 dimensions, dont une de santé. Donc, la corporation a décidé finalement de faire de son module santé un CLSC dans les normes pour ne pas... et finalement de quitter le projet de faire s'arrêter le projet de centre communautaire à 4 dimensions, dont l'éducation et le loisir, santé, bien-être, le bien-être, puis le logement. Ça a sans doute donné lieu à les organismes qui étaient participants à cette coalition ont continué leurs activités de façon indépendante, mais ça faisait mourir le projet audacieux d'un centre multidimensionnel, la maison du peuple, on aurait pu dire à l'époque. Donc les tensions, c'était pas ça qu'on vivait dans le programme Personnes âgées, où la collaboration était très étroite entre l'organisme ASTA et les services à domicile. Donc, j'avais pas conscience au départ qu'il y avait cette tension-là dans le quartier. Alors donc, quand j'arrive au CLSC en septembre 1976, j'ai 24 ans, c'est pour travailler auprès des aînés essentiellement, à l'intérieur ou dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque le programme Personnes âgées. Comme je disais, l'institution est encore traumatisée en quelque sorte à cause des tensions qui s'étaient manifestées à l'occasion de la décision de faire un CLSC dans les formes, comme les autres, plutôt qu'un projet global. Ça a conduit à des congédiements, des réembauches, des démissions. C'était une période de tension entre aussi, non seulement par rapport à la décision de créer un CLSC, mais aussi entre la médecine préventive, la médecine curative, Donc, ça a été aussi la période de syndicalisation des employés. Il y en a qui trouvaient ça précipité, d'autres qui disaient que c'était essentiel à la protection des travailleurs dans le nouveau contexte. Ça a sans doute contribué à la syndicalisation en général des CLSC. Pour voir un peu la situation, il y a, à cette époque, 76, voir le bilan du SAC. Mais comme je disais, je suis le seul OC au programme Personnes âgées qui collabore étroitement avec ASTA. Au moment où j'arrive, il y a un groupe de ces personnes âgées qui venaient de réaliser la pièce Les Belles-Sœurs. Ça avait été un succès, semble-t-il. Donc, en 77, c'est ma première assemblée générale de l'ASTA que j'anime. Et il y a 340 personnes qui se présentent. C'était à tomber par terre. J'avais fait de la bonne publicité, mais à ce point-là, j'étais surpris. Finalement, j'apprends que c'est parce que les gens pensaient qu'il fallait être membre de l'ASTA pour obtenir des services à domicile. Donc, une fois qu'on a eu clarifié l'ambiguïté, il y a eu un peu moins de monde aux assemblées générales de l'ASTA. Mais c'était des années d'activisme, des années où on mettait... À l'occasion de cette assemblée de 340 personnes, on en avait profité pour mettre sur pied différents comités, un sur le logement, un autre sur la situation économique, notamment en s'appuyant sur le
premier manifeste sur la situation économique des retraités et pré-retraités de l'AQDR. C'est donc, comme je disais, il y a plusieurs dossiers qui sont déjà en marche au moment où j'arrive et je continue à en développer moi-même. Un jardin communautaire qui deviendra un jardin autonome dans quelques années. Un comité bénévole qui va donner naissance à Résolidaire. À cause de la précocité, à cause du caractère innovateur, probablement l'un des premiers CLSC, il y a beaucoup de chercheurs et d'étudiants qui viennent nous voir au CLSC. Ça nous permet en tout cas, ces recherches-là, je pense en particulier à celle de François Bélan, qui avait comparé la situation des retraités, des aînés dans Hochelaga-Maisonneuve, à Hall et à Trois-Rivières. Ça nous avait nourri comme réflexion, de même qu'une enquête qu'on avait faite auprès de 200 personnes dans les Anges d'Or pour voir un peu quelles étaient leurs relations sociales, leur logement. Et donc, j'ai retrouvé dans mes archives ce document de 80 pages réalisé pour une journée d'études, un colloque Vieillir dans Hochelaga-Maisonneuve, où on faisait le tour de toutes les données disponibles. C'était en 81, donc le recensement de 76, les données de l'étude de François Bélan, celles des premières hypothèses du groupe Tilquin-Sicotte qui allait donner naissance à la CTMSP, la grille d'évaluation de l'autonomie à domicile. C'est un document assez complet qui marque, je trouve, aussi une activité de réflexion et d'échange entre le programme Personnes âgées du CLSC et les autres partenaires qui participaient à ce colloque-là, les gens des HLM de la ville de Montréal, les gens des Anges d'Or, évidemment, des groupes bénévoles, même de certains CHSLD. Donc, en 1984, quelques années plus tard, la QDR locale qu'on a formée dans les suites, au tout début de la QDR provinciale, en fait, à cette époque-là, on commence à me reprocher de ne pas m'occuper des personnes vraiment malades, des personnes moins autonomes, alors que mes dossiers touchent en particulier des aînés aptes à se battre, si je peux dire. Donc, on met sur pied assez facilement un organisme bénévole qui deviendra un distributeur de popotes roulantes et un accompagnateur dans les visites à l'hôpital ou aux rendez-vous médicaux, Résolidaire, mis sur pied à partir d'un comité de l'ASTA qui faisait des téléphones d'amitié. Puis aussi un autre organisme en 1984, les Grands Ménages Manitou. Financer l'offre de services bénévoles, ça a été assez facile. Il y avait déjà des programmes qui étaient déjà tout prêts pour ça. Mais financer l'organisation qui visait à donner des services de ménage, d'entretien ménager, domestique est plus laborieux. Même les agents de programme qui administrent ces projets-là au bureau du gouvernement fédéral n'y croyaient plus. C'était des projets qu'on appelait projets de ménage, un peu de façon dépréciative. Ils étaient persuadés que ça ne correspondait pas au programme à la nouvelle orientation du programme de création d'emplois, qui était axé vers l'employabilité, le retour à l'emploi grâce à la formation de chômeurs de longue durée. Pour ma part, j'étais persuadé que ce n'était pas un secteur de travail à négliger. Au contraire, toutes les statistiques et les prospectives sur le marché du travail et sur les besoins à venir de la société identifiaient la conciergerie, le travail de soutien à l'aide aux besoins domestiques comme étant un secteur qui serait promis à un développement. Donc, nous nous associons à un fournisseur de produits de nettoyage Sanimark qui offrait déjà des services d'introduction et de formation pour les concierges dans le réseau des hôpitaux. Alors, on s'est associé à lui pour développer une formation et on a obtenu la subvention, alors qu'en 1986, je crois, on est le seul organisme à obtenir une subvention, alors qu'en 1985, il y avait eu 55 projets de ménage qui avaient encore été financés. Ça a été l'occasion, effectivement, de créer une table de concertation régionale des projets qui n'ont pas été financés, puis à qui on a aidé, finalement, à changer d'orientation, en tout cas à développer des arguments pour soutenir des demandes dans le cadre du nouveau programme.
financer le service public, le service aux aînés par des projets d'employabilité temporaire. C'était plutôt mal adapté pour assurer un service auprès d'une clientèle fragile, puis aussi pour assurer la formation parfois de gens qui étaient au chômage depuis longtemps et qui n'avaient pas nécessairement la motivation immense d'aller faire le ménage chez les autres. Donc, il fallait trouver d'autres sources de financement pour nous assurer une stabilité entre les projets, ou à tout le moins pour développer une qualité de service. En fait, dès les premiers documents des grands ménages Manitou, à l'époque, en 87, on argumente pour un financement qui soit gradué en fonction du revenu de la clientèle. On disait qu'il fallait faire comme le plan Bacon pour les garderies. Hein, c'était notre mantra avec lequel on est allé voir la ministre Lavoie-Roux à l'époque pour essayer d'argumenter. Donc, on peut dire que c'était une approche d'économie sociale sans qu'on le sache. On poussait finalement pour quelque chose qui se développerait en parallèle du secteur public. Il y avait effectivement des débats à savoir est-ce que tous les services aux aînés ne devraient pas être dans les services publics, mais mon argument à l'époque, c'était de dire que le gouvernement ne finance pas la bonne ou la servante d'une famille aisée dans Westmount. Pourquoi le ferait-il quand la personne arrive à 65 ans? Puis aussi, on avait l'exemple du programme de garderie qui était financé, dont les parents étaient financés en fonction de leur revenu d'une façon graduée, et non pas d'un bloc. L'émergence de l'économie sociale et de la préoccupation du développement économique dans le monde communautaire dans ces années-là, ça correspond à... on pense le PEP de Pointe-Saint-Charles, c'est le premier des DEC qui a fait du développement économique communautaire dans un des quartiers de Montréal. Mais cette préoccupation pour l'économie est certainement liée avec les taux de chômage qu'on connaît à l'époque. À partir de 82, les taux de chômage augmentent à plus de 10 11,2, 11,6 11,7, 10,7. Donc, à 82, et ça se poursuit même au début de la décennie 90. C'est donc une longue période avec des taux de chômage élevés qui, dans un quartier populaire comme Montréal, comme Hochelaga-Maisonneuve, signifiait que les jeunes de moins de 25 ans étaient sans doute au chômage pour 50% d'entre eux, puis les plus de 25 ans, c'était pas des 10, mais c'était sans doute des 20-25%. À cause de quoi? À cause de la formation, de la moindre formation, de la moindre qualification de la classe ouvrière du quartier, à cause aussi de la délocalisation qui se faisait à l'époque déjà. En fait, ça commençait ou ça se terminait. Un quartier qui avait été industriel, on le surnommait le Pittsburgh du Nord, qui faisait de la chaussure de façon importante. Les industries de la chaussure étaient disparues depuis longtemps quand je suis arrivé en 1976, mais il y avait encore l'industrie de la boîte de conserve, la American Can au coin de Ontario et P9. Il y avait J&P Coats, un producteur de fils qui était installé au milieu de Notre-Dame au coin de P9. Les biscuiteries Vio et David étaient encore en action. C'est en 85 que la biscuiterie David a été fermée. On a même fait une intervention du CLSC avec l'équipe de santé préventive du CLSC pour aller tenter d'amoindrir ou d'amenuiser le choc de la retraite ou de la mise à la retraite prématurée, parce que beaucoup de ces travailleurs chez David n'avaient travaillé que là et étaient rendus à 50 ans avec très peu de perspectives d'emploi. Donc une période de chômage intense qui est marquée par la naissance d'initiatives comme le Resto Pop qui mobilisent les jeunes. Il faut se rappeler que dans ces années-là, de 18 à 30 ans, si on était à l'aide sociale,
on n'avait pas le même revenu, le même niveau de revenu que les personnes de 30 ans et plus. Ce qui faisait qu'il y avait une revendication importante de dire on veut la parité. Mais il y avait aussi des groupes comme ce groupe du Resto Pop qui disait c'est pas juste l'argent qu'il faut, il faut pouvoir faire quelque chose de notre vie. On est jeune, on est capable, on doit continuer, on doit apprendre en faisant, quoi. L'économie sociale, c'est aussi les mutuelles, comme le promouvait déjà Jean-Pierre Bélanger, qui avait été un des premiers cadres au CLSC en 1981. 85, 86, 87. À l'époque, juste avant de tomber dans l'aventure d'Urquiac, il y avait aussi une préoccupation de l'équipe communautaire au CLSC qui s'était réunie finalement après, en 76, il y avait comme le SAC puis l'organisation communautaire. À partir de 85-86, il y a eu un regroupement de tous les intervenants communautaires sous le même cadre parce qu'on jugeait qu'il fallait porter une attention particulière à cette pratique professionnelle. Et ça a été aussi des occasions. J'ai retrouvé des documents sur la programmation de l'équipe qui était une préoccupation que j'ai portée, puis qui était une préoccupation de l'institution, mais entre autres avec ce nouveau cadre. Je me souviens de Daniel Fecteau qui était là, je pense, au début. Après ça, il y a eu Camille, je me souviens, Racine, Clermont-Racine, qui a été cadre aussi de cette nouvelle équipe. Il y avait une préoccupation que je partageais de préciser l'orientation, de préciser l'encadrement, l'évaluation de nos pratiques d'organisation communautaire. Et ça faisait partie des préoccupations qui rendaient l'aventure d'Urquiac acceptable ou admissible par notre direction d'institution. Autrement dit, les questions qu'on se posait, on pouvait, avec l'Urquiac, les partager avec d'autres, voir où en étaient rendus les autres. Et c'était pas contradictoire avec cette nouvelle préoccupation de mieux évaluer, mieux comprendre et orienter l'action communautaire. Donc, à Victoriaville, à l'automne 86, il y a un colloque qui est organisé par le groupe, je ne sais pas si c'est le Centre de développement local. En tout cas, je pense que Bill Nina, qui ne devait pas être loin de ça, à l'époque, on se retrouve quelques 35 intervenants de CLSC dans un colloque du mouvement communautaire. Je pense que ça s'appelait Quel vent vous mène, quelque chose comme ça. Et puis, en marge de ce colloque-là, on se dit ouais, mais on ne va pas attendre le prochain colloque que du monde communautaire pour se revoir. Il faut en organiser un pour les OC de CLSC. Et puis, finalement, on se disait à l'époque, non, c'était Fais-moi signe de changement. Hein, Quel vent vous amène, c'était le premier colloque de 88 d'Urquiac. Fais-moi signe de changement, donc, à Victoriaville. On se décide d'organiser quelque chose entre nous. Puis pour ça, on va voir la Fédération des CLSC. En sortant du colloque, on décide on va voir la Fédération. Mais ils ne sont pas très chauds à l'idée de soutenir un colloque à ce moment-là. On est à l'automne 86, début 87. C'est le moment de la rédaction du rapport Boynette, hein, qui va se prononcer sur la pertinence de maintenir des services d'organisation communautaire, mais aussi les services médicaux. Hein. Les deux questions étaient posées par le rapport Boynette. Et je pense que la direction de la Fédération des CLSC ne voulait pas se mouiller avant de voir comment le ministère allait conclure. Donc, on s'est retrouvé avec... ça ne sera pas si facile à organiser notre colloque, mais on pourrait... on a reporté l'échéance. Plutôt que de le faire en 87, on le fera en 88. Entre-temps, on a décidé le comité ad hoc mis sur pied à l'occasion de Victoriaville, hein, qui comprenait déjà 4 régions, Québec, Montréal, Chicoutimi puis Matane.
mais on décide de lancer un bulletin. Hein? Tiens-toi, ça s'appelle. Et c'est un premier bulletin de liaison qui nous permet euh, de commenter, entre autres, le fameux rapport Bouinette, d'interviewer une longue entrevue dans le Tiens-toi numéro 2 avec Louis Favreau sur l'orientation de l'organisation communautaire en général. Et ça nous amène à créer un comité de liaison qui déjà, dans le bulletin numéro 2, comprend 9 régions participantes. Un bulletin qui deviendra interaction, puis interaction communautaire. Mais en plus d'un bulletin puis d'un réseau qui s'organise, on a, avec des profs de 3 universités différentes, mais surtout Yves Urtubise de l'Université Laval. Et puis, il y a eu Louis Favreau et Daniel Fournier. Louis Favreau de Hull, puis Daniel Fournier de l'Université de Montréal. On a lancé une entrevue, pas une entrevue, mais un sondage pour faire le portrait des pratiques d'organisation et de travail communautaire en CLSC. Donc, pendant les 15 mois de préparation du colloque, de janvier 87 à mai 88, on a formulé, administré, analysé ce sondage réalisé auprès de 234 intervenants communautaires en CLSC. Et puis, c'est à l'occasion du colloque de 88, du premier colloque, qu'on a révélé les premiers constats, première analyse. Mais on n'était pas les seuls. En fait, au niveau local, hein, ça c'est comme ça s'est passé au niveau provincial, mais pendant ce temps-là, au niveau local, on poursuivait nos réflexions sur l'orientation et la programmation communautaire jusqu'à formuler finalement une petite brochure, s'organiser, s'entraider, s'en sortir, dans laquelle on détaille une trentaine de dossiers qui sont présentés par problématique, classés elles-mêmes en 6 champs d'action. Avec cartographie à l'appui, c'est les premières expériences en cartographie de données du recensement. C'est une trentaine de dossiers qui sont donc analysés dans leur historique, leurs objectifs à moyen terme, 3 ans, leurs objectifs, le plan d'action à court terme d'1 an avec les moyens d'évaluation pour chaque activité. C'était le résultat d'un exercice important de l'équipe qui a été accompagnée, si je me souviens bien, par Yves Urtubise, mais aussi Laval Doucette, qui avait coédité un premier, en tout cas, un document important, théorie et pratique en organisation communautaire, Laval Doucette et Louis Favreau, aux presses de l'Université du Québec, en 91. Donc, Favreau, Urtubise, Doucette nous ont accompagnés dans ces travaux de formulation de nouvelles programmations. On s'était même permis de faire une traduction d'un texte de Grosser et Monrose, Charles Grosser et Jacqueline Monrose sur le pluralisme et participation. Donc, plutôt que de simplement reproduire la traditionnelle grille en 3 colonnes de Jack Rotman qui identifiait action sociale, développement local et planning social, souvent présentés comme des pratiques en opposition les unes aux autres. Grosser et Monrose avaient une approche plus englobante, plus inclusive, on dirait aujourd'hui. C'est un travail qu'on a réalisé en parallèle avec les premières années du RQIAC. Ça nous a permis sans doute de sauver l'équipe d'organisation communautaire, au moins en partie parce qu'on était en contexte de compression budgétaire. Le CLSC était même sous tutelle, je pense, pour des problèmes de budgétisation. Et c'était aussi
c'était un pari en quelque sorte parce que il fallait faire connaître nos pratiques, alors que d'habitude, on se tenait toujours en arrière-plan, en soutien à des organisations ou des mouvements qu'on voulait faire croître et faire connaître. Mais là, on osait se mettre à nu, euh, puis ça, ça nous a permis d'étaler la diversité et la qualité du travail qu'on faisait, ce qui en a surpris plus d'un. L'équipe communautaire de l'époque était nombreuse par rapport aux critères d'aujourd'hui, effectivement. 5 organisateurs communautaires, non, 1, 2, 3, 4 organisateurs communautaires, 2 ARH, une nutritionniste, puis 5 TC, 5 travailleurs communautaires. Il faut voir que certains des travailleurs communautaires, travailleuses communautaires étaient formés, avaient une formation universitaire, mais il n'y avait pas de poste professionnel pour leur travail, ce qu'il y en a quelques-unes qui ont travaillé sous-payés, si on peut dire, pendant l'époque. En 91, donc, à peu près l'année suivant la publication de la programmation de l'équipe, je dépose mon mémoire de sociologie intitulé 15 années de pratique d'organisation communautaire au CLSC Hochelaga-Maisonneuve entre l'institution et la communauté, des transactions aux frontières. C'est une réflexion sur des pratiques. J'ai fait des entrevues auprès des membres de l'équipe. J'ai consulté toute la documentation qui était disponible sur l'histoire de ce CLSC-là, sur l'histoire du quartier aussi. Puis j'ai utilisé notamment la grille en 3 dimensions de Rotman, mais en faisant valoir, comme Rotman lui-même l'a fait dans ses livres subséquents, le mixing and phasing en community development, c'est-à-dire les choses ne sont pas pures, on n'est pas juste en action sociale ou en planning, on peut faire de l'un et l'autre ou l'un vers l'autre. Et c'est ce que le parcours des activités, des organismes et des interventions, à la fois au programme Personnes âgées, c'est le graphique de gauche, et au SAC, au service d'action communautaire, le graphique de droite. C'est ce que ça veut représenter. Donc, ma vision était qu'on pouvait faire du planning social qui conduise au renforcement de l'action sociale. Par exemple, en faisant de la préparation à la retraite qui amène les gens, certains des retraités participants à s'impliquer à la QDR, ou etc. En 1990, le projet de loi 120 et son livre blanc intitulé « Une réforme axée sur le citoyen » du ministre Marc-Yvan Côté du Parti libéral du Québec amorce une reconnaissance plus formelle de la place des organisations communautaires dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est aussi, dans le début des années 90, la reconnaissance du développement social comme une dimension de l'action municipale. J'ai même participé en 94, en novembre 94, non? Ouais. À un colloque dont le thème de mon atelier était la municipalité maître d'œuvre du développement communautaire. J'avais manifesté un peu ma surprise de voir les municipalités qu'on trouvait que c'était bienvenu, qui devaient effectivement s'impliquer dans le développement social et communautaire, mais d'arriver en maître d'œuvre d'emblée, c'était un peu présomptueux. C'était l'époque des concertations intersectorielles qu'on avait expérimentées dans les années 80 dans Hochelaga-Maisonneuve se développaient en 1994. Il y en a 19 qui sont soutenus par différents programmes. En 97, il y en a 20, puis il y en a 27 en 2002. Centraide, la santé publique et la ville soutiennent ces initiatives graduellement, de plus en plus, depuis ces années-là. 95, c'est un colloque sur les centres communautaires de santé,
CHC, Community Health Center, hein, qui est la formule soutenue par certains bons internationaux de la santé publique qui sont invités à l'occasion de ce colloque international à Montréal. Et je ne sais trop comment j'ai fait, mais je me suis retrouvé comme webmestre de ce colloque-là. Ça a été ma première expérimentation de site web, peut-être pas, mais en tout cas, c'est première publique, où effectivement, on a mis en ligne le programme, les ateliers, etc. Bon, naturellement, on ne pouvait pas s'inscrire en ligne, mais c'était pour moi une réussite. Ça a été l'origine des premiers sites web des CLSC. En fait, j'ai été le webmaster de ce qui pouvait tenir lieu de sites web des CLSC à l'époque où on avait rassemblé des liens vers des sites web de quelques CLSC qui avaient un site à l'époque, mais aussi les sources d'informations. J'ai même animé quelques ateliers avec des gens qui occupaient différents postes dans les CLSC, mais qui étaient tous intéressés, chargés de développer les premières expériences de sites web. Naturellement, l'organisation communautaire tient une belle place dans cette vision des CLSC. C'est aussi le début de la liste d'Urquiac. Hein? On est en 96. Ça fait quoi, 8 ans que le CLSC, que le Urquiac existe. La première liste se met en place à ce moment-là. 96, c'est aussi le sommet sur l'économie et l'emploi, avec de notre côté, au Urquiac, on avait fait un dossier France-Québec pour faire connaître des activités autour des réseaux, notamment que Jean-Louis Daville animait et qu'on père animait. Ça a été une belle expérience que vous pouvez consulter d'ailleurs. La copie numérisée de cette interaction est en ligne avec les autres documents référents. Et 96, donc c'est aussi le moment où en travail collectif avec 4 organisations offrant des services aux aînés à temps partiel ou mal financés dans l'Est de Montréal et 5 organisateurs de CLSC de l'Est de Montréal. On a fait un travail de discussion, de formulation ensemble pour arriver à ce produit, ce projet d'un programme d'allocation de services qui demandait que le financement soit établi en fonction du revenu de la clientèle et que ça allait contribuer à réduire le travail au noir et donc ça ne coûterait pas cher à l'État. 98, c'est aussi le mouvement des forums sur le développement social, hein, initié par le Conseil de la santé et du bien-être qui était présidé à l'époque par Norbert Rodrigue. Il y a eu 16 forums régionaux, un forum national. Mais finalement, je ne retrouve pas de traces dans mes propres commentaires et écrits de l'époque, de traces de ce... C'est comme si il y avait une présence moins forte dans les quartiers de Montréal que dans le reste du Québec. Mais dans les suites de cette préoccupation de développement social, il y a notamment un colloque international sur le développement local qui se tient à Sherbrooke à l'automne 98 et qui fait la promotion du développement local dans toutes ses formes, des valeurs, la valorisation de ça. Mais quand je me rends compte que les CLSC ont été complètement oubliés, éradiqués de la présentation que certains font dans des beaux tableaux immenses étalés au mur qui montrent toutes les ressources soutenant le développement local, les SADC, les CLD, les CDC et autres, CEDEC.
Là, je demande à celle qui faisait la présentation pourquoi les CLSC n'y sont pas. C'est comme si on voulait mettre l'accent sur les nouveaux partenaires, les nouveaux acteurs. Bon, ça m'a paru plus ou moins bizarre et c'est ce qui me faisait dire qu'il fallait prendre sa place sur la patinoire. J'en arrive à la fin 90-99 à proposer. On approche du colloque de juin 2000, mais cette multiplication des organisations qui s'attachent à faire du développement local, communautaire, m'amène à proposer que l'URCIAC s'ouvre à d'autres praticiens que à ceux des seuls CLSC. J'avais l'impression que ça nous permettrait d'avoir une approche plus transversale, hein, plus générique de l'organisation communautaire, puisque ça ne devrait pas être déterminé par l'institution. Autrement dit, qu'un médecin travaille en clinique privée, en clinique communautaire ou à l'hôpital, il doit suivre encore, et c'est toujours un médecin. Toujours est-il que ça a été une proposition refusée lors de l'Assemblée générale qui a suivi en juin 2000. Mais avant d'arriver à juin 2000, il y a le 99 Édimbourg et l'International Association for Community Development. En fait, on approche du colloque international sur l'action communautaire qu'on avait planifié, organisé depuis 1996. On approche drôlement, puis on veut nouer ou développer nos relations internationales. Fait que j'obtiens le mandat du comité organisateur du colloque d'aller à Édimbourg pour participer à un colloque de l'IACD. Et j'en reviens finalement moi-même surpris d'être élu au conseil d'administration comme co-représentant de l'Amérique du Nord. Toujours est-il que ça a été une expérience intéressante, mais j'avais l'impression d'être un peu pas de la même ligue parce que la plupart des autres membres de ce conseil d'administration étaient soit des professeurs d'université en organisation communautaire ou encore des administrateurs assez élevés de départements de développement social dans différents pays. Mais toujours, ça nous a quand même permis de nouer des liens et de faciliter la venue de plusieurs dizaines, sinon quelques centaines de personnes de différents pays lors de colloques tenus en juin 2000 à l'Université Concordia. Le thème de ce colloque-là était construire la société civile par l'action communautaire, quelque chose comme ça. Ça a été un succès populaire. Il y a eu 1200 inscriptions parce que ça durait une semaine. C'était dans la tradition du développement communautaire de Concordia de faire une semaine d'activité de formation. Donc, on s'est inscrit dans cette semaine-là. Il y a eu 500 personnes étaient à l'assemblée d'ouverture à laquelle participaient Marilyn Taylor de l'Angleterre et plusieurs... Jocelyne Lamoureux, je pense, était là aussi. Bon, plusieurs autres. On peut consulter l'ensemble des archives de ce colloque mémorable sur l'adresse si inscrite. Mais naturellement, j'étais toujours organisateur communautaire au CLSC Hochelaga-Maisonneuve et je n'étais pas libéré, en tout cas certainement pas à temps plein, pour faire des colloques internationaux. De retour sur le terrain local, j'ai créé ou rassemblé ce répertoire de ressources. En fait, j'ai surtout travaillé à la mise en forme et la mise en ligne de ce répertoire qui comptait presque 300 ressources communautaires, publiques et de loisirs dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est un travail d'édition fine, je dirais, d'une base de données qui m'a beaucoup appris, et répertoire des ressources locales aussi en ligne, format PDF ou même en HTML, ce qui accompagnait le site web du CLSC.
qui était assez nourri, dans lequel on diffusait nos bulletins de communication, certains articles sur les discussions, sur les ressources du quartier. C'était aussi, parmi les suites du colloque de juin 2000, on a investi dans la refonte du site d'Urquiac, qui en 2002 avait cette facture. On y retrouvait les archives de interaction communautaire et les documents relatifs au colloque passé et à venir. On avait même fait une recension à l'occasion qui avait commencé avant le colloque et qui s'est poursuivi, recension des publications et associations de développement communautaire à l'échelle internationale. Ça a été pour moi, 2002 aussi, le début de mon blog Gilles en vrac, parce que, étant webmestre du site web d'Urquiac, je voulais pas prendre toute la place. J'essayais de développer la participation et la parole, finalement, collective des organisateurs communautaires. On a, même si j'ai ouvert mon blog pour avoir ma parole personnelle, mais ça ne m'empêchait pas d'essayer de faire participer pendant plusieurs années, finalement, la collectivité d'Urquiac à différentes formules de forums ou de blogs collectifs. Ça n'a jamais vraiment levé, finalement. Peut-être que je ne sais pas, c'était pas très différent de la manière dont il fallait, comment je dirais, séduire, accompagner, soutenir les intervenants communautaires pour qu'ils écrivent dans le bulletin Interaction communautaire. Ça ne me surprenait pas trop de voir la lenteur ou le peu d'intérêt pour participer à l'écriture sur un blog, parce que finalement, c'est ça, quand on écrit publiquement comme ça, c'est peut-être impressionnant ou intimidant, en tout cas. 2002-2003, c'est aussi pour moi le début d'un projet de la Maison des aînés à Hochelaga-Maisonneuve, auprès duquel j'ai agi comme directeur intérimaire, parce que le financement qu'on nous avait promis au moment où on avait commencé à développer ce projet-là, un financement qui existait et qui fonctionnait à raison de 1 000 $ par porte pendant 5 ans. Donc, ça nous aurait donné 32 000 $ par année pendant 5 ans pour nous permettre d'établir l'organisation. Bien, ça n'existait plus au moment où, en 2003, les gens sont entrés dans la maison. Un projet qui avait été soutenu depuis 97-98, si j'en crois, cette histoire de la table de concertation locale des aînés, présentée en 2002 à la table des aînés. On voit ici à gauche l'ancien CLSC, l'ancien siège social du CLSC, qui était lui-même l'ancien presbytère de la paroisse Saint-Nom-de-Jésus, auquel on a comme ajouté de la superficie à l'arrière. Ce retour sur la table de concertation des aînés du troisième âge qu'on appelait en 2002, où on fêtait le 10e anniversaire de cette table, ça m'a amené à voir à quel point, finalement, les participants à cette table de concertation étaient diversifiés, nombreux et diversifiés. Les organismes bénévoles, les comités de HLM, la Ville de Montréal était présente, l'Office municipal d'habitation aussi, puis la directrice du programme de service à domicile, Jacinthe Normand, a été présente plusieurs années, malgré le fait que c'était service à domicile au CLSC, c'est le plus gros programme en termes de clientèle, population, employés. Là. Il y a eu une présence continue et c'était donc un lieu de concertation intersectorielle qui nous permettait d'avoir comme intention, finalement, de faire de la Maison des aînés
un pôle de développement social. D'autant plus que, un peu de façon obligatoire, si je peux dire, le déménagement du CLSC qui quittait les locaux de l'ancien presbytère vers ces nouveaux locaux sur la rue Ontario amenait, comment je dirais, l'orphelinat, si je peux dire, de l'ASTA, qui avait été logé dans les locaux du CLSC depuis les tout débuts et qui maintenant surtout devait se trouver un local. Et au même moment, l'AQDR local, qui avait ses locaux au sous-sol de l'église Saint-Mathias, devait lui aussi libérer la place parce que l'église avait été vendue, notamment au Resto Pop, mais qui avait besoin de tous les locaux. Donc, il y avait quelques organismes d'aînés qui avaient besoin d'un local et on pouvait imaginer que le rez-de-chaussée de cet édifice, qui avait auparavant déjà inclus une cuisine communautaire au tout début de l'ASTA, etc. Donc, on pouvait imaginer qu'il allait y avoir 32 ménages, 32 maisons, logements, plus des espaces communautaires. Ça a été une aventure au moins aussi palpitante et pleine d'enseignements, d'apprentissage que d'être ce directeur intérimaire pendant presque 3 ans, presque autant palpitant qu'à l'époque des grands ménages Manitou, où il fallait épauler, il fallait faire la gestion quotidienne à la fois des ressources humaines et de l'output et des budgets, etc. Donc en 2006, le CLSC est intégré depuis peu dans une nouvelle structure qui s'appelle le CSSS, qui va s'appeler Lucille Teasdale, le CSSS Lucille Teasdale, qui comprendra 3 territoires de CLSC, Rosemont, Mercier-Ouest, c'est ça, et Hochelaga-Maisonneuve. La direction de l'époque décide de se doter d'un observatoire populationnel pour soutenir sa responsabilité populationnelle, selon les nouvelles orientations du ministère. J'étais intéressé à m'occuper de cet observatoire. On m'a donné le job, en quelque sorte, de développer ce que ce serait, fournir des données sur les ressources du milieu, la population, mais aussi je me suis aperçu qu'il y avait des données de première main, des données primaires qui étaient recueillies au moment des naissances des enfants. Ça me permettait de faire un portrait des naissances par voisinage, identifiant le poids des enfants avec la présence ou non de garderie. L'environnement physique était aussi apparent avec ces photos en fond d'image. Les avis de naissance que le CLSC recevait s'accumulaient, ce qui fait qu'en 2011, j'ai pu faire un portrait de 12 000 naissances qui s'étaient réalisées au cours des 6 dernières années. On a pu faire des comparaisons par rapport à l'origine ethnique, le poids à la naissance, la formation, la diplomation des personnes, des mères. Une autre donnée que j'ai trouvée intéressante de cartographie à l'époque, c'était les investissements publics faits dans le programme de crédit d'impôt remboursable pour le maintien à domicile de personnes de 70 ans et plus. J'ai pu obtenir une carte des circonscriptions électorales provinciales dans lesquelles j'ai pu mettre les informations qui étaient colligées dans des publications annuelles du ministère des Finances qui identifient les différents programmes par région, mais aussi par circonscription électorale, ce qui me permettait de mettre en valeur ou de faire voir qu'un programme comme celui-là, qui finance des services donnés par des ressources privées, en fonction de la dépense. Autrement dit, on rembourse 30% de ce qu'on dépense en matière jusqu'à une concurrence X, mais donc c'est clair que ça avantage. C'est à l'avantage de ceux qui ont plus d'argent pour se payer les services. Et on voyait ça clairement dans cette carte, et aussi celle-ci qui a été refaite en 2020 par une ex-collègue, Sius de l'Est, qui, s'il y a quelque chose, c'est devenu encore plus évident, l'opposition entre ce qui est subventionné. Ça coûte quand même 456 millions. Ce programme de remboursement de dépenses, il s'en va principalement, il s'en va surtout vers des populations aisées. L'Observatoire populationnel, c'était aussi une implication au niveau régional
avec pas tellement santé publique. Là, il y avait la santé publique se préoccupait parce que c'était dans le plan national de santé publique de soutenir le développement des communautés. Donc, il y a eu des concertations, des conversations entre organisateurs du réseau de CLSC et la santé publique de la région. C'était pas toujours facile parce que il y avait une méfiance, parfois certainement fondée, des organisateurs par rapport à certains programmes de santé publique qui étaient comme imposés. Hein? Et il fallait, on ne se posait pas de questions sur les besoins. Voilà les programmes qu'il faut mettre en place, puis avec le guide de 600 pages pour aller avec. Là, je sors un peu de l'observatoire. Je ne suis pas sûr que c'est dans le mandat de l'observatoire populationnel que de faire de telles réflexions, mais c'est ça. C'est le genre de réflexion que je pouvais faire à l'époque. Ça m'était venu à un moment donné parce que il y avait quelqu'un qui était venu rencontrer l'équipe communautaire pour parler d'un programme de financement. Puis c'était une personne qui venait du monde anglophone canadien. Et on avait à cette époque-là soulevé la différence d'approche entre l'approche anglophone protestante puis l'approche catholique francophone. C'est un peu ce que j'essayais de soulever dans ce billet-là. J'ai quitté le CLSC en 2012, ce qui ne m'a pas empêché de poursuivre quelques investissements, quelques engagements, notamment quand en 2013, la Maison des aînés a voulu fêter ses 10 ans. On m'a demandé si je pouvais participer au comité. Oui, j'ai dit oui. J'ai même proposé qu'on fasse un album de photos. Mais finalement, après avoir pris des photos, mais j'apportais une enregistreuse pour faire parler les gens sur leur histoire, l'objectif étant de les faire oublier, leur faire oublier la caméra. Mais finalement, c'est les histoires que les gens m'ont racontées qui sont devenues les plus importantes et que j'ai transcrit pendant l'été à raison de, je pense, 8 heures de travail pour 1 heure d'entrevue. Ben, j'avais 15 heures d'entrevue à transcrire. Donc, mais j'ai aussi fait la mise en page de cette petite brochure il m'a fallu répondre à la critique quand j'ai fait circuler les premières photos des premières entrevues. Les gens disaient hey, j'ai l'air ben trop vieille, je suis pas si vieille que ça, voyons donc. Fait que j'ai trafiqué avec la pixelisation, je me souviens plus du terme exactement, là, de trafiquer des photos pour que ça soit un peu, que ça mette moins l'accent sur les rides. Et ça donnait ça. En 2017, oui, c'est ça. Une promenade, Jane Jacob. En fait, c'est Jane Jacob, une architecte, urbaniste américaine, mais qui a vécu le plus gros de sa vie au Canada, activiste pour une ville à échelle humaine. En l'honneur de cette Jane Jacob, des promenades sont organisées depuis quelques années. En 2017, j'ai décidé de participer, 17 et 18, à faire visiter, l'idée étant que des citoyens font visiter une partie de leur ville. Ben, je faisais visiter la rue Adam, de la rue Davidson jusqu'à la rue Viau, une portion de rue de moins de 2 km qui comprend 5 églises, 3 écoles, 4 écoles, en tout cas. Une ancienne caisse pop, 2 anciennes caisses pop transformées en communautaire, un presbytère transformé en CLSC, transformé en maison des aînés. Donc, on a visité finalement la rue et même écouté les orgues de Saint-Nom-de-Jésus quelques minutes. C'est une rue qui manifeste ou qui témoigne en quelque sorte de l'interface entre les communautés religieuses et les organisations communautaires. Ici, l'église Saint-Mathias, qui est maintenant animée par le Resto Pop. Il y a l'église Saint-Barnabé, animée par le Cap Saint-Barnabé, qui offre des services aux itinérants et en santé mentale. Et en 2017, il y a aussi eu un colloque, le 5e colloque international du CRISE, un colloque Montréal urbaine et sociale, Croisons nos perspectives en juin, une consultation publique en janvier sur les aménagements dans le parc industriel à l'est du quartier. En novembre, le 3e sommet de l'Institut Malais sur la philanthropie
ça a été effectivement une année occupée par une participation à ces différentes consultations et colloques. Je ne suis pas sûr que je referais ça aujourd'hui avec autant d'intensité, mais on trace, vous pourrez voir la trace de cette année-là, qui comprenait aussi la marche Jane Jacob, la trace dans le billet vers lequel je fais un lien. C'est aussi en 2017 que j'ai rencontré, suite à mon expérience de Jane Jacob, je m'étais questionné, je voulais creuser plus que je l'avais fait, cette relation de filiation et de différenciation entre les communautés religieuses et les organisations communautaires du territoire. Fait que j'ai appelé mon ancienne directrice, mon ancienne cadre, Hélène, m'a rappelé qu'il y avait Annette Benoît qui existait toujours, qui était toujours vivante, alors que j'avais l'impression que Annette, avec qui j'ai pas travaillé directement à l'époque, mais que je savais être dans le décor des comités sur l'alimentation et au Resto Pop, j'avais l'impression qu'elle était déjà vieille et j'avais plus en tête l'idée de l'appeler. Donc j'appelle Annette en octobre 2017 pour voir si on peut pas se voir. Si on peut... C'est ce qu'on a fait et au cours des mois et des années qui ont suivi, dans nos rencontres, la plupart du temps mensuelles, on a échangé. J'ai pu être témoin, si on peut dire, à travers son récit de cet été, cette année 1970, pendant laquelle un médecin de l'université vient sonder le terrain pour une clinique populaire, une clinique communautaire, alors que d'autres militants veulent une approche plus globale. C'était une époque sur laquelle Annette m'a éclairé beaucoup. Et elle est décédée 7 ans après notre rencontre en 2024. Elle avait 101 ans. Depuis 2013-14, je suis membre du conseil d'administration de l'organisme Communagir qui soutient le développement collectif dans différentes communautés. Bon, je ne conclurai pas cette courte présentation, ce court survol de ma pratique professionnelle et sociale des 5 dernières décennies par un retour qui pourrait être intéressant éventuellement, mais non, ça ne sera pas cette fois-ci. Un retour sur où en est rendue l'économie sociale par rapport à ce qu'on pouvait rêver dans le milieu des années 80. Non, je voulais surtout revenir sur et donner un petit coup de chapeau aux complices et aux mentors que j'ai pu avoir durant cette période. Je pense notamment à Benoît Lévesque et Paul Bélanger, qui ont été parmi les premiers à tenter de théoriser la nouvelle gestion du social qui émergeait avec les CLSC et avec le mouvement communautaire. Parlant de mouvement communautaire, je pense à Jocelyne Lamoureux et Lauren Gay qui, à la même époque, accompagnaient la réflexion, pas facile, des ressources alternatives en santé mentale. Et je pense aussi au trio qui est à l'origine de la QDR provinciale, Louis Plamondon, Robert Bureau et attendez un petit peu, Jean Carrette, oui, surtout, que j'ai retrouvé un peu plus tard comme représentant un organisme, Espace 50+, je pense, qui était logé à la Maison des aînés et qui a contribué à animer ce projet avec moi. Je pense aussi à Yves Vaillancourt, qui, pendant plusieurs années, réunissait les porteurs de projets d'économie sociale, les syndicalistes, les professeurs, les chercheurs, qui nous permettaient d'échanger et de réfléchir à ce qui était nouveau, ce qui se développait sous nos yeux ou entre nos mains. Finalement, il y a aussi eu le RUFUTS, dont j'ai parlé un petit peu, je pense, mais le regroupement des unités de formation en travail social, le regroupement universitaire des unités de formation en travail social, et qui a accompagné le regroupement des organisateurs et organisatrices pendant les premières décennies, nous permettant d'organiser nos colloques biannuels d'une université à l'autre, profitant
de soutien de ces universités, de la participation des étudiants des départements en question. Yves Urtubise à Laval, Jean Panet-Raymond à Montréal, Clément Mercier à Sherbrooke, et les autres à Hall, à Favreau, Bourque, La Chapelle, ont accompagné nos projets, nos colloques et nos réflexions. Ça a été l'occasion aussi, si vous fouillez un peu, publier des actes de colloques assez consistants dans ces premières périodes-là. Et au niveau plus local, je voulais souligner l'importance du support qu'on a pu avoir de la part de cadres qui croyaient dans l'action communautaire, qui croyaient en la pertinence de ce qu'on pouvait faire, nous et du mouvement. C'était finalement la relation entre l'institution et le milieu communautaire qui était soutenue. Je pense à Daniel Fecteau et Claire Montracine, qui ont été les deux cadres qui ont accompagné au milieu des années 80 les premières réflexions sur la programmation. Ensuite, Hélène Fleury, qui nous a accompagnés comme cadre pendant plusieurs années et qui était elle-même une ancienne organisatrice qui connaissait bien le territoire. Paul Leguerrier, le directeur général de l'époque, était aussi un directeur capable de s'opposer, comme ceux qui l'avaient précédé, beaucoup s'opposaient au ministère qui était plus préoccupé de standardiser les pratiques et de comptabiliser les coûts que de comprendre et soutenir une interaction complexe et qualitative. Et finalement, les camarades du réseau, je pense en premier lieu à Jacques Fournier, avec qui j'ai animé les premiers bulletins, Tiens-toi, mais qui a pris la direction en termes de rédacteur en chef du bulletin Interaction pendant plusieurs décennies. Je pense Jean-Marc Séguin comme contributeur au bulletin qui était présent dans les premières heures, Yves Girard, Linda Vallée, Denise Julien, cette initiatrice dans les Hautes-Laurentides en économie sociale de la première heure, Jean Rouleau, l'organisateur d'Hochelaga, avec qui j'ai eu des complicités importantes, et je ne nommerai pas tous les membres de l'équipe. Vous les trouverez dans une plage un peu plus haut dans cette présentation. Alors donc, à la revoyure.